Le modèle dual screen de l'ordinateur de chez Asus inaugure de gros changements. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Asus ZenBook Duo UX 8406 avec processeur Intel Core Ultra 7. Et on va commencer par un détail assez sympa, la boîte qui reprend le code esthétique de l'ordinateur qui se soulève lorsqu'on l'ouvre. Je suis d'accord, c'est pas fondamental, mais c'est tout simplement cool pour pouvoir le prendre plus facilement. D'un point de vue esthétique, le ZenBook Duo que vous avez ici à gauche reprend les codes du ZenBook UX 3405M, lui-même équipé du processeur Intel Core Ultra 7. Sur châssis aluminium mat, on peut percevoir le A de chez Asus, seule la couleur est sensiblement différente entre les deux ordinateurs. On saluera au passage la rigueur du châssis avec une bonne épaisseur d'aluminium qui permet de le rigidifier. Mais d'un point de vue pratique et technique, ce qui va différencier ces deux ordinateurs, c'est ça. Et ça fait une sacrée différence pour les professionnels notamment, mais aussi en usage récréatif. Si la génération Duo commence à avoir une certaine antériorité, c'est la toute première génération à disposer d'un écran intégral en partie basse. Sur la précédente génération, seule la moitié de la partie basse était dédiée à l'écran, la partie inférieure abritait quant à elle un clavier. Et toute l'astuce absolument géniale de cette nouvelle version, c'est de pouvoir être utilisé comme un ordinateur portable avec un clavier, un trackpad, mais aussi utiliser le second écran. Par le biais d'un système magnétique, ils sont parvenus à nous donner le choix. Ainsi, lorsque l'ordinateur est en mode conventionnel, si je puis dire, l'écran du bas est totalement éteint pour pouvoir économiser de l'énergie et il suffit de retirer le clavier pour qu'il s'allume. Ce qui vous donne le bénéfice d'un ordinateur portable conventionnel, mais avec un sacré plus au-dessus. On traitera ensemble des cas d'utilisation potentiels à l'intérieur de cette vidéo, mais là, en matière de qualité de conception, ils ont fait très fort. S'agissant de deux écrans à part entière, vous pouvez tout à fait les utiliser en extension de bureau, comme je l'ai fait ici, avec un bureau principal, un bureau secondaire. Vous pouvez aussi les utiliser en mode portrait, en mode livre d'une certaine manière, et vous aurez remarqué que l'écran détecte automatiquement le positionnement de l'ordinateur avec la jolie animation de méduse. Et dans l'absolu, vous pouvez aussi dupliquer votre bureau, mais là il manque une chose qui aurait été très intéressante, c'est une charnière capable de pivoter à quasiment 360 degrés pour pouvoir bosser avec une personne située de l'autre côté de l'ordinateur. Pour schématiser, si vous êtes en rendez-vous face à face avec un client, permettre à votre interlocuteur de voir ce que vous avez directement sur votre écran, ça aurait été un plus sympa. En plus du côté dual screen, il y a un avantage non négligeable à cette position, c'est le fait d'avoir le cou aligné, la tête alignée avec l'écran d'ordinateur qui lui est surélevé. Je vous en parle fréquemment à l'intérieur de mes tests de chaises pour gaming. Les troubles musculo-squelettiques se développent lorsqu'on prend une mauvaise position, que ce soit un mauvais alignement entre le bras et la souris, mais aussi à force d'avoir la tête baissée sur son ordinateur portable, le caractère surélevé de l'écran principal lui est très utile. Et vous allez voir qu'Asus ne s'est pas contenté de mettre un deuxième écran sur son ordinateur, ils ont mis aussi différents types d'interfaces propriétaires. En positionnant 6 doigts sur l'écran tactile que vous avez en bas, vous pouvez faire apparaître le clavier virtuel et lui donner une toute autre dimension en faisant monter vos doigts vers le haut. En gros, si vous avez oublié votre clavier déporté ou si tout simplement vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous avez une interface trackpad utilisable directement sur l'écran du bas. Et ça, c'est carrément cool. C'est un peu moins efficace que le trackpad principal, mais on s'y habitue assez vite. Bon, après, comme sur un smartphone, vous avez des petits goodies supplémentaires, vous pouvez changer la langue du clavier, vous pouvez faire apparaître éventuellement un listing de smiley ou de gifs préenregistrés. Vous avez la possibilité d'utiliser une interface qui ressemblera à celle de la précédente génération avec le trackpad situé sur la droite et vous avez quelques boutons d'action, boutons de contrôle de l'ordinateur. Je l'ai pas mal utilisé de cette manière-là en mode trackpad intégral et il est assez étonnant de voir à quelle vitesse finalement on s'habitue aux choses. Même le clavier, alors qui est un peu moins intuitif d'une certaine manière qu'un clavier avec une course de frappe comme on a l'habitude de l'utiliser, s'avère quand même assez pratique. Tout simplement parce que la réponse tactile est absolument excellente. On a un retour audio, mais à la limite pour faire parfait, il aurait fallu un petit retour haptique. Au niveau des écrans, vous allez avoir deux choix. Soit la version Full HD, qui est celle sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, soit une version avec deux écrans 3K, ce qui en fait, dans l'absolu, le premier ordinateur 4K au monde. Bon, c'est une plaisanterie, mais dans l'absolu, 3 plus 3, ça fait 6. Il s'agit de deux très beaux écrans OLED de 14 pouces de diagonale, envoyant du 400 nits en luminosité parfait pour de l'intérieur, un petit peu moins pour de l'extérieur. 60 Hz en taux de rafraîchissement pour ce qui concerne mon modèle, avec dans l'absolu de bons angles de vision, mais une propension au reflet et aux traces de doigts. Deux différences majeures donc avec l'autre version de l'ordinateur, l'un est en 3K, l'autre est en Full HD, l'un est en 60 Hz, l'autre est en 120 Hz. Non seulement ces écrans sont absolument magnifiques, mais ils sont aussi parfaitement adaptés aux professionnels de l'imagerie. Avec un delta E inférieur à 2, on se rapproche de la perfection en matière de colorimétrie. Donc là, je me suis mis en mode plaisir avec deux écrans, comme vous l'avez vu sur l'ordinateur. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder la consommation processeur. Vous avez, au travers du diagramme que vous avez ici, une consommation en lecture de deux vidéos en Full HD à hauteur de 5% pour le processeur central
et 25% pour le processeur graphique. Autrement dit, la lecture de vidéo sur 2 ou 3 écrans ne lui pose absolument aucun problème, et si je vous dis 3 écrans, c'est pas par hasard, vous avez un port HDMI sur le côté. Sur le côté droit, vous allez donc retrouver le port HDMI 2.1 TMDS, une sortie casque et une sortie d'air. Sur le côté gauche, c'est la fête de l'USB-C, avec ici l'entrée électrique, vous avez là 2 ports Thunderbolt 4 et un USB-A 3.2 Gen 1. Le petit bouton ici permet d'activer ou désactiver le Bluetooth. Bon, jusqu'ici, on a amorcé la partie divertissement. Là, on va rentrer dans un univers un peu plus professionnel. Et la productivité commence au démarrage de Windows. Je vais mettre le chrono. On va voir en combien de temps il est possible de démarrer l'ordinateur, c'est-à-dire d'arriver sur le bureau de Windows. Vous avez une déclinaison Windows 11 familiale à l'intérieur de cet ordi qui se charge en un peu moins d'une vingtaine de secondes normalement. Ouais, c'est ça, 20 secondes. Et pour être productif, il ne suffit pas d'avoir un bon processeur. Il y a certes un Intel Core Ultra 7 à l'intérieur de cet ordinateur, mais il y a surtout un SSD NVMe. Il dispose d'une capacité d'1 gigabit un petit peu moins et d'une capacité en lecture à 4900 mégabits par seconde, on va arrondir à 5000, et 3400 en écriture. Comme d'habitude, je vous donne des points de repère. Un disque dur à l'ancienne, celui que vous allez utiliser par exemple en stockage externe, envoie du 100 mégabits par seconde. Vous l'aurez remarqué, on est 50 fois plus rapide ici. Un milieu de gamme va être autour de 3-4000 mégabits par seconde. Un très haut de gamme va être autour de 8000. À quoi sert un bon SSD, me demanderez-vous? Eh bien, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir démarrer les applications ultra rapidement. Ça est bien sûr un combo avec la RAM. À l'intérieur de cette version de l'ordinateur, vous allez retrouver 16 Go de RAM. Il peut monter à 32 Go dans d'autres versions de l'ordinateur. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie application, la partie, on va dire, professionnelle. Et dans bon nombre de métiers, c'est presque devenu un must d'avoir 2 écrans d'ordinateur pour pouvoir travailler simultanément. Alors, soit sur 2 logiciels différents. Là, j'ai mis Adobe Premiere Pro en haut, et j'ai mis GIMP qui est gratuit, la version gratuite on va dire de Photoshop, en tout cas concurrente gratuite de Photoshop. Chacun voit midi à sa porte dans ce domaine-là évidemment, mais ça va permettre par exemple à un codeur de travailler sur le code directement sur l'écran du haut et d'avoir la restitution en bas. Et le processeur Intel Core Ultra 7 présent à l'intérieur de cet ordinateur est ultra puissant, il vous permettra d'être à l'aise dans de nombreux domaines, notamment le domaine de l'imagerie, de la vidéo. Il est évidemment parfaitement adapté à de la bureautique. Le seul domaine dans lequel je me garderais bien de le challenger, c'est celui de la conception 3D, où il vaut mieux avoir une véritable carte graphique dédiée. Bon, après, je fais mon malin, je fais comme si je travaillais sur 2 logiciels en même temps sur mon ordinateur. En règle générale, ma vie ressemble plutôt à ça. Le logiciel de montage sur une partie de l'ordinateur et une vidéo, alors idéalement à vie express sur l'autre. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce Asus ZenBook Duo UX 8406 est équipé du nouveau processeur Intel Core Ultra 7 155H. Il s'agit à ma connaissance du premier processeur disposant d'un NPU. Le CPU, c'est le processeur central, le GPU, c'est le processeur graphique, le NPU, c'est le processeur dédié à l'intelligence artificielle. Vous aurez le choix entre plusieurs versions de cet ordinateur, par exemple pour la partie entrée de gamme, un Intel Core Ultra 5 125H qu'on va opposer à l'ordinateur que j'ai aujourd'hui. Vous allez voir en single core. Sur le site CPU Monkey qui permet de comparer les processeurs, on va avoir des performances assez similaires, ici un écart de 4%, c'est en multicœur qu'on va commencer à avoir un écart qui se creuse avec de 12%, tout simplement parce qu'il y a des cœurs supplémentaires dans la version Intel Core Ultra 7. Mais c'est surtout dans la partie iGPU, la partie graphique, qu'avec l'utilisation de l'Intel Iris Xe8, Intel a un véritable boost de performance par rapport aux précédentes générations. Et pour tester les graphes, on va se faire un petit Counter-Strike 2 que je vais mettre en Full HD avec des paramètres vidéo que je vais légèrement redimensionner par rapport au type d'ordinateur. Je vais enlever l'anti-crénelage, ce qui paraît assez logique, et mettre sur moyen le reste. Et voilà, je vous laisse observer les résultats par vous-même. C'est nickel. En matière de fluidité, il est tout à fait possible de jouer en Full HD avec cet ordinateur qui ne dispose pourtant pas d'une carte graphique dédiée. On a un iGPU à l'intérieur. Comprenez un processeur graphique inclus à l'intérieur du processeur central. Et ben on a quand même un bon niveau de fluidité, sachant que j'avais réussi sur l'autre ordinateur avec toujours le même processeur Intel Core Ultra 7 155H à jouer en 3K. Allez, on va se tenter un petit PlayerUnknown's Battleground, idem en Full HD. Bon alors désolé, ça va pas être une véritable démo, là je suis sur le spot d'entraînement, c'est juste pour voir si ça fonctionne, s'il y a un nombre d'images par seconde suffisant pour pouvoir jouer à PlayerUnknown's Battleground, et effectivement, ça a l'air d'être le cas. Avec une consommation processeur GPU, alors processeur qui est relativement faible, le GPU lui est sollicité à quasiment 100%. Je vais vous montrer ça sur le diagramme
que j'ai mis ici juste en bas de l'écran. Donc là, vous avez la consommation processeur qui reste très raisonnable. En GPU, vous l'avez en timbre poste à ce niveau-là. Là, on est à 99%. Autre point appréciable, la température processeur qui atteint un maximum de 77 degrés. Une chauffe limitée liée à la surélévation de l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, positionné à la verticale comme ça, avec les aérations en hauteur, la partie arrière qui n'est pas en contact avec la table permet d'avoir une ventilation, en tout cas une extraction de la chaleur simplifiée. On va se refaire un petit test de chauffe dans un instant. Là, j'ai remis l'ordinateur en mode ultrabook, on va dire conventionnel. Et on va se faire un petit test de téléchargement. Vous avez la prise en charge du Wi-Fi 6E à l'intérieur de cet ordinateur et c'est très exactement le canal sur lequel je me suis branché. Bon là, le serveur de Steam doit être un peu parasité, je suis à 366 mégabits par seconde. Il est possible de monter beaucoup plus haut que ça. Bienvenue sur Shadow of the Tomb Raider qui permet de voir déjà un bon niveau de fluidité pour un jeu en Full HD pour lequel j'ai désactivé l'anti-crénelage, ce qui paraît assez évident quand on veut gagner quelques FPS. Vous allez quand même pouvoir jouer à des jeux assez gourmands, alors pas forcément en carte ouverte, là on est sur une carte fermée, mais avec quand même un grand nombre de détails, et ça se passe plutôt bien. Il faudra que je baisse un ou deux trucs pour gagner encore quelques petites images pour les scènes plus difficiles. Mais c'est quand même plutôt cool d'avoir ça sur un ultrabook. Et niveau température, vous pouvez voir que ça a un peu augmenté. On est passé à 84 degrés pour un processeur Intel Core Ultra 7 qui peut gérer beaucoup plus. Allez, on digresse. Vous avez une petite caméra, bien sûr, à l'intérieur de cet ordinateur qui fera le job pour faire de la visio, qui est pas non plus particulièrement exceptionnelle en qualité. Par contre, le son, lui, signé Harman Kardon, est très sympa pourvu que l'ordinateur soit positionné sur une surface dure puisque les enceintes se trouvent sur la partie inférieure. Bien heureux qui aura cet ordinateur en main, à commencer par le design. L'ordinateur est véritablement très beau comme vous pouvez le voir. Deux écrans véritablement utiles, beaucoup plus que sur la précédente génération où l'écran du bas était quand même assez petit. Là, on a véritablement du full screen avec différentes combinaisons possibles. Vous pouvez avoir du Full HD ou deux écrans en 3K avec des niveaux de rafraîchissement différents. C'est plutôt bien aussi de pouvoir adapter l'ordinateur en fonction de votre budget et de vos besoins. Le processeur Intel Core Ultra 7, alors décliné dans plusieurs versions pareilles, qui pourra s'adapter à vos budgets et à vos besoins, disposant lui-même d'un NPU taillé pour l'avenir. NPU étant, encore une fois, le processeur dédié à l'intelligence artificielle. Dans l'absolu, cet ordinateur peut quasiment tout faire, depuis du récréatif, de la bureautique, voire du jeu vidéo sous certaines conditions évidemment. J'adore le concept et la réalisation du clavier détachable permettant d'accéder à l'ordinateur, d'utiliser le clavier comme ça directement sur mes genoux ou d'utiliser un clavier déporté intégré à l'écran. La position de travail est quant à elle aussi géniale, c'est important pour moi, en tout cas c'est comme ça que je bosse au quotidien, avoir un écran surélevé pour avoir la nuque droite et éviter de me retrouver systématiquement avachi comme ça à regarder un écran d'ordinateur portable. Alors souvent situé sur les genoux, mais en ce qui me concerne il est positionné sur mon bureau. Et enfin, dernière chose importante et pas la moindre, la batterie 75 Wh à l'intérieur qui vous permettra d'avoir à peu près 16 heures de temps d'écran pour un seul écran et une dizaine d'heures si jamais vous utilisez les deux écrans. Ça dépend bien sûr de ce que vous allez faire. En ce qui me concerne, c'est de la bureautique ou de la lecture vidéo sur du Full HD qui permet d'obtenir ce genre d'autonomie. Au niveau des axes d'amélioration, on va dire par rapport à un ultrabook conventionnel, il a un petit peu d'embonpoint. Le fait d'embarquer deux écrans à l'intérieur fait qu'on a à peu près 4 mm d'épaisseur supplémentaire et un poids qui reste quand même globalement maîtrisé. Il aurait pu y avoir le Wi-Fi 7 à l'intérieur, on a un NPU qui est quand même une technologie plus que récente. J'avoue que le Wi-Fi 7 m'aurait séduit en technologie supplémentaire. J'espère que vous avez apprécié ce test du Asus ZenBook Duo UX 8406 avec son tout nouveau processeur Intel Core Ultra 7. Pour le coup, le 155H à l'intérieur de ma version. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Vous avez le lien pour aller voir son tarif et le tarif des différentes versions à l'intérieur de la description de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!